Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du podcast d'Hockey sur demande pour Être Chemin Télé, édition du 24 novembre 2025. Veux pas, on est à un mois maintenant de Noël. On a eu la première bordée de neige tout récemment, donc là, on commence à sentir un peu l'esprit des fêtes tranquillement, mais sûrement. Toi, Stéphane, de ton côté, Valleyfield, est-ce qu'il y a bien de la neige ou si c'est... Écoute, il y en a eu. Comme vous savez, j'étais en Floride la semaine passée, donc il y en avait beaucoup moins là-bas. Mais à mon retour, il y en avait. Et il y a eu une belle bordée là, hier puis ce matin. Mais écoute, nous, ça fond dans la journée. Il a fait comme 3-4 degrés. Donc, je me tiens chanceux. Toi, tu vas te rendre avec des souffleuses, des bandes de neige dans ton coin? Ben, j'ai pelleté hier, honnêtement. J'ai pelleté mon entrée, puis c'est pas des jokes, là. Et c'est encore blanc à l'extérieur. Il a pas fait 3-4 degrés ici. Une autre réalité complète. Ouais, cette semaine, Steph, écoute, on va... Gros sujet quand même, parce que on en a effleuré un petit peu dans nos podcasts à travers les dernières années. On parle beaucoup, de qu'est-ce qui se passe au Québec, le développement, puis tout ça. Puis on voit que les résultats, malheureusement, autant au niveau du repêchage de la LNH que c'est pas là du tout. Mais autant aussi, on regarde lorsqu'on compose des équipes d'équipe Canada Junior, il n'y a pas beaucoup de Québécois. Même puis aux Olympiques cette année, il n'y en aura même pas un Québécois dans la formation canadienne, ce qui est quand même assez incroyable. Donc, aujourd'hui, on va se pencher un petit peu là-dessus parce qu'il y a un article récemment de Martin Leclerc qui fait un peu l'état de tout ça. Il y a eu des changements du côté d'Hockey Québec, on en a mentionné. Je ne sais pas si ici au podcast des Aides-Chemins ou si c'était sur notre podcast régulier que vous pouvez d'ailleurs voir sur notre chaîne YouTube Hockey sur demande si vous n'êtes pas abonné. Et tant qu'à ça, abonnez-vous aussi sur la chaîne Aides-Chemins Télé. Aussi, il y a d'autres contenus que du hockey. Il y a bien des choses intéressantes de la région. Mais tout ça pour dire que on a parlé un petit peu qu'il y avait une nouvelle ligue là, qui allait se créer là, pour essayer de faire en sorte que les joueurs élites jouent ensemble et qui ça favoriserait en fait là, peut-être plus le développement là, des joueurs de haut niveau. Et il y a plusieurs couches à tout ça, donc on va essayer d'en couvrir le plus possible aujourd'hui. On va commencer avec le commencement. Comme j'ai dit, une nouvelle ligue. Mais en fait, c'est deux nouvelles ligues, là, si je ne me trompe pas. Là, 200 joueurs de 14 ans, 200 joueurs de 15 ans aussi. Donc, deux ligues là, qui regrouperaient les meilleurs joueurs au Québec dans le but de justement faire en sorte que ces joueurs-là jouent ensemble. Il y a du positif, il y a du négatif, mais du côté de... écoute, Stéphane, je vais te lancer tout de suite de ton côté, comment tu vois ça, parce qu'évidemment, toi, c'est plus toi qui vas jouer le rôle d'expert là, dans ce sujet-là, parce qu'évidemment, toi, tu gravites autour du hockey mineur, donc tu sais un peu comment ça fonctionne. Donc, toi, quand tu as vu ça, cette nouvelle-là, qu'il y avait des ligues élites qui allaient se créer, ça a été quoi ta réaction par rapport à ça? Ça a été quoi tes réticences aussi par rapport à ça, les points positifs? Donc, guide-nous un peu à travers tout ça, comment toi, tu vois ça, cette nouvelle-là. Ouais, c'est sûr qu'en étant gravitant alentour de l'association dans Hockey Québec, tu dis toujours enfin on va développer un nouveau côté de la médaille que je pense qu'on a échappé dans les dernières années, mais ça va plus loin que ça, Max. Puis on va essayer d'en parler un petit peu possible. Puis tu sais, le but du podcast, c'est pas de pointer ce qui est négatif, c'est juste d'améliorer, peut-être de voir nos points de vue par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines étapes de Hockey Québec, parce qu'on sait que la Ligue d'Ontario, la OHL, la WHL dans la Ligue de l'Ouest a quand même beaucoup de représentants à chaque année dans les repêchages avec nationales, dans les repêchages aussi dans leur ligue respective, mais aussi au niveau de Canada, au niveau d'équipe Canada dans soit les 18 ans, soit les 17 ans, soit les adultes. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans les 20-30 dernières années au Québec qui peut-être fait pas l'affaire. Et ce que j'ai mis des articles, moi, c'est vraiment où ce qu'on va chercher l'interprétation. De mon côté, évidemment, je travaille pour Hockey Québec. En étant avec l'association du hockey mineur de Valleyfield, ce qu'on veut, c'est d'apporter le plus possible aux jeunes une meilleure stabilité, des meilleurs entraîneurs, des meilleurs entraînements pour aller chercher un pré-value meilleur pour plus tard. Mais évidemment, tu sais, quand tu regardes les jeunes joueurs, il y a peut-être 2 joueurs dans ma région qu'on prend du M7, qui est le nouveau novice, jusqu'au M18, qui est les midgets présentement, qui vont peut-être faire le junior majeur ou peut-être à la nationale, même pas un peut-être. Donc, tu sais, c'est difficile de voir où est-ce qu'on s'est rendu dans les dernières années avec ça. Et moi, je voulais juste graviter. C'est un peu le sujet que je voulais avoir. Voir comment ça fonctionne. C'est quoi les opinions des gens. Les gens qui vont écouter le podcast le 24, voir qu'est-ce qu'ils vont penser de ça. Puis comme je vous dis, c'est vraiment pas à titre négatif. Au contraire, c'est ce que j'ai aimé des articles. Là. Il y a eu Pratt la semaine passée. Il y a eu Martin Leclerc cette semaine, en fait, aujourd'hui, qui a lancé l'affaire. C'est une nouvelle ligue à 2 sens. On va l'avoir aussi du côté féminin. Donc, c'est une ligue pour les 14 ans, une ligue pour les 15 ans, une ligue pour les 16 ans. Et c'est vraiment pour amener l'élite vers une autre affaire. C'est une ligue qui va se transporter de Gatineau vers Lévis. Donc, le front, tout le corridor Gatineau-Lévis va être dévergé pour ça, pour
amener le hockey à un autre niveau. Et c'est l'association, c'est pas une association qui va décider. C'est Hockey Québec qui va avoir son propre curriculum qui va faire en sorte qu'il va aller chercher ces 200 joueurs-là. Et évidemment, le joueur qui commence M14, exemple, dans ce groupe-là, il ne fait plus l'affaire en M16 ou en M15, va être changé par un autre. Donc, c'est vraiment, on veut regrouper vraiment une division à 8 équipes. On va venir chercher vraiment les meilleurs talents, apporter ça à un autre niveau, plus de glace, plus d'entraînement, apporter plus. Et évidemment, c'est pour l'élite, hein, donc c'est une minime partie des joueurs de hockey. Là, on avait 90 000 joueurs de hockey l'année passée qui ont été mis en inscription au Québec. C'est beaucoup plus que la Finlande, beaucoup plus que la Suède. C'est quasiment 20 000 de plus que la Suède, quasiment 25 000 de plus que la Finlande. C'est à peu près le même niveau que la Russie. Puis on le voit, à la Russie, il y a beaucoup de joueurs qui sortent, des joueurs de talent qui sortent versus nous au Québec qui se fait pas. Donc, c'est vraiment là qu'on va aller chercher, je pense, le meilleur pedigree, mais c'est les chefs qui sont alarmants, moi, je trouve. C'est que du nombre qui sont repêchés à 15 ans, dans la Ligue majeure, dans la Ligue Jet 3A, il y en a très peu qui sont choisis dans la Ligue junior majeure du Québec, qui est maintenant la Maritime Québec. Et très peu à partir de cette ligue-là qui s'en vient dans la Ligue nationale après. Souvent, c'est des choix de, on va dire, 90 à 200, mettons 207, 208. Là. C'est souvent là que les choix québécois reviennent. Et je pense qu'on va mettre un grandement là-dessus. Puis évidemment, on va en parler sur plusieurs sujets, mais il y a beaucoup de branches qui vont aller chercher comme ça. Est-ce que c'est j'ai mis l'article de Leclerc? Juste avant que tu ailles plus loin, moi je vais te lancer sur une de ces branches-là parce que ça a été mentionné dans l'article de Martin Leclerc, puis je suis un peu d'accord avec ça. Est-ce que c'est. Parce que tu sais, on parle quand même de joueurs élites à 14, 15 ans, en fait, ces ligues-là, c'est bien beau tout ça. Mais c'est pas trop tôt un peu pour identifier des joueurs pour dire toi t'es un joueur élite, toi t'es pas un joueur élite, parce qu'écoute, il y a des joueurs qui se développent tellement plus tard que ça. Il y a des joueurs qui sont longtemps pressentis comme étant des joueurs élites, puis finalement ça fait patate. Tu sais, je prends l'exemple là, du côté junior avec le fameux statut de joueur exceptionnel. Donc on permet à des joueurs de 15 ans de jouer dans la LHJMQ. Ben tu sais, oui, il y a eu les Connor McDavid qui l'ont eu. Il y a Joseph Veleno qui l'a eu. Puis, pour vrai, oui, dans la Ligue nationale actuellement, mais c'est pas un joueur dominant. Je veux dire, il y a plein d'autres joueurs qui peuvent avoir la même carrière que lui. Puis, c'est rien enlevé à Joe Veleno. Je veux dire, il a réussi à se rendre dans la LNH, c'est tant mieux. Mais lorsqu'on regarde ses statistiques et son parcours dans la LNH, c'est pas digne d'un joueur qui a reçu le statut de joueur exceptionnel à 15 ans. Sean Day, c'en a un autre aussi dans la OHL qui avait eu cette permission-là de jouer à 15 ans. Il est même pas dans la LNH aujourd'hui. Fait que, tu sais, j'ai comme l'impression que oui, on identifie le talent élite tôt, mais la marge d'erreur est quand même assez grande, merci. Fait que, tu sais, le joueur élite qui est à 14 ans, quand il va être rendu à 17, ça sera peut-être plus parmi les meilleurs de l'élite au Québec. Fait que moi, j'ai un petit peu un problème avec ça d'identifier, de catégoriser des joueurs. Tout est élite à 14 ans, tout est élite à 15 ans. Parce que c'est tellement jeune, il y a tellement d'autres choses qui peuvent se passer, puis qui est rendu à 18 ans, peut-être que tu seras même plus parmi les 50 meilleurs de la province. Là. Exact. Il y en a eu 38 qui ont été faits dans la Ligue de l'Ontario seulement. Et je vais donner les premiers noms, puis tu vas me dire, évidemment, c'est des joueurs qui sont exceptionnels. John Tavares, à 15 ans, a joué 77 points sur 65 matchs. On le savait que ça serait un joueur élite. Est-il devenu un joueur vraiment élite? Reste à présage. Après ça, on a Jason Spezza a connu une bonne saison. Shane Wright était là à 15 ans. Connor McDavid, Michael Misa, Kirk Muller, Paul Reinhardt, puis après ça descend. Là. Aaron Ekblad, Rico Fata, Steve Marengeri, Sean Day, Keith Gretzky, Larry Shaw. Donc, c'est difficile pour un joueur aussi jeune de le faire. Et je pense que c'est là que j'aime l'article de Martin, c'est que déjà qu'on trouve ça difficile puis que le sport du hockey est un développement tardif, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans leur moment fort de leur carrière à 23, 24, 25 ans maintenant. Puis, c'est pas des joueurs exceptionnels, il n'y en a pas beaucoup. Là. Des joueurs à 18-19 ans qui arrivent et qui vont tout casser, ça va être difficile de le faire de plus en plus. Je pense que la Ligue se rajeunit, c'est très bien, mais je pense que c'est de plus en plus difficile. Des joueurs exceptionnels, c'est de plus en plus difficile à avoir. Donc, tu sais, c'est un bon passant que tu penses. Puis je pense que de jouer dans la Ligue majeure du Québec ou dans la OHL ou de jouer dans la WHL à 15 ans, c'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Il faut vraiment que tu sois incroyable, je pense, pour le faire. Et c'est plate parce que Joey Vigilio, on le voit présentement, puis ça n'a pas fonctionné avec lui, malheureusement. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, ça va être difficile de se faire ça. Et cette ligue-là va regrouper jusqu'à 16 ans. Donc,
les meilleurs joueurs vont jouer dans cette ligue-là et les autres vont jouer dans le Midget 3A ou le Midget Espoir qu'on appelle maintenant. Ils vont jouer dans le Midget 3A à l'âge de 16 ans. Puis moi, encore là, j'en parlais tantôt un peu avec ma blonde puis mon gars qui joue au hockey puis tout. Puis je disais 16 ans dans la Ligue junior majeure du Québec. Des fois, c'est trop de bonheur encore. Tu comprends-tu? Donc, moi, mon problème que j'ai avec ça, avec les joueurs de 16 ans, c'est que souvent, on les monte dans la LHJMQ, puis Poirot, c'est un 4e trio, Poirot, c'est un 3e trio, fait qu'ils servent absolument à rien, alors qu'ils pourraient vraiment bénéficier de retourner dans le Midget 3A, être sur le premier trio de leur équipe, être les leaders offensifs de tout ça, ou être le leader en défensif si c'est un défenseur. Je trouve que jouer à 16 ans dans la LHJMQ, pour la majorité des cas, c'est une perte de temps. Puis tu sais, je sais qu'il y a peut-être des parents qui ont des jeunes dans la LHJMQ ou même des joueurs qui ont joué dans la LHJMQ à 16 ans qui vont me dire que j'ai pas raison. Mais tu sais, c'est un peu l'équivalent de tu montes, exemple, je vais prendre un parallèle avec le Canadien, mais mettons, tu as Ivan Demidov, tu le laisses poireauter sa 4 quand il pourrait être, mettons, s'il était éligible pour jouer avec le Rocket, tu pourrais le mettre sur le premier trio à Laval, aller chercher 65-70 points, puis dominer, être là, puis vraiment être prêt, versus tu joues ton 8 minutes sur une 4 avec 2 joueurs qui ont de la difficulté à te suivre, parce qu'on va s'entendre que quand tu joues sur le 3 puis sur la 4, c'est parce que tu n'as pas nécessairement les habiletés pour jouer plus haut dans l'alignement, c'est que ton rôle est là. Fait que, tu sais, je me pose vraiment des questions, puis, tu sais, j'ai vu beaucoup d'équipes, je pense que c'est les Tigres, justement, de Victoriaville l'année passée, qui avaient une pelletée de joueurs de 16 ans, puis ils se faisaient défoncer à chaque match, pratiquement, là, par les autres équipes. Fait qu'à quel point c'est si bénéfique que ça, de recevoir des reins de la sorte. Oui, on dit tout le temps qu'on s'améliore quand on joue contre de la compétition plus féroce. Puis à un moment donné, je pense qu'il y a une certaine limite aussi, là. Et non, pour vrai, moi, voir un joueur de 16 ans dans la LHJMQ, à part si tu joues vraiment sur les 2 premiers trios ou top 4 en défensive ou que tu es le gardien numéro 1, je vois pas tant l'intérêt, honnêtement. Mais bon, comme j'ai dit, il y a des gens qui pourront me corriger. Mais moi, quand je vois ça de l'extérieur, je préférais voir le joueur être vraiment fort dans le midget 3A puis revenir après ça à 17 ans puis avoir une bonne grosse première saison de la LHJMQ au lieu de poireauter à 15 ans puis d'être LT Scratch un match sur 3 ou bien de jouer 8 minutes. Là. Ouais, puis comme tu dis, ça serait bénéfique, je pense, pour ces joueurs-là d'avoir plus de glace, plus de responsabilité. Puis je pense qu'encore, c'est une ligue qui devrait être mieux contrôlée. Dans l'article aussi, on parle de diminuer le nombre d'équipes dans le midget 3A. Ils sont quoi, 18, là, je pense, ils veulent diminuer ça à 12. C'est quelque chose du genre, là. Donc, c'est sûr que tu sais, dans les années 80, 90, 2000, la M18 3A ou le fameux Midget 3A était vraiment une pépinière de joueurs. Je pense que les meilleurs joueurs jouaient là. Puis on l'a parlé souvent. Je pense qu'à défaut, présentement, avec le nombre d'équipes juniors puis le nombre d'équipes dans la Midget 3A, le problème qu'on a, c'est qu'il y a peut-être des joueurs qui n'ont pas rapport là. Puis je dis pas malheureusement, c'est plate, là. Mais un joueur de 4e trio dans le midget 3 qui va jouer 4-5 minutes par match ne devrait pas jouer là, devrait jouer en 2A pour avoir plus de terrain et amener d'autres choses dans cette stabilité-là. Donc, la Hockey Québec qui dit qu'il va diminuer à 12 équipes va amener certainement plus d'achalandage au niveau des équipes. Là, j'ai hâte de voir qui va décider de se retirer. C'est pas une décision facile. On a vu que c'est scolaire, c'est un petit peu moins pire. Là. Tout est relié un petit peu avec le scolaire, donc c'est moins pire, mais ça reste que ça va vraiment être difficile pour ces équipes-là. Là. C'est quand même 5 ou 6 équipes qui vont s'en aller. Mais je pense que ça va donner un gros plus aux joueurs, surtout aux organisations, d'être meilleurs. Souvent, ce qu'on voit, c'est que comme tu disais tantôt dans le prélude, c'est qu'on fait le championnat mondial junior, puis on n'a presque pas de Québécois. On n'a pas de joueurs qui se démarquent vraiment. Puis pourtant, la Ligue d'Ontario réussit à en faire, puis ils ont beaucoup d'équipes. Est-ce que c'est vraiment la façon qu'on y va ici? Est-ce que c'est vraiment la façon qu'on fonctionne? Est-ce que c'est que le hockey scolaire commence à prendre de plus en plus de place au Québec? Est-ce que c'est parce qu'il y a des ligues privées? Parce qu'on peut l'oublier, il y a des ligues privées à cette heure dans la M7, M9. Aussi pour les joueurs qui veulent aller peut-être plus élite rapidement, qui sont sur une pleine glace. Donc, d'avoir amené les jeunes à la M7 puis le M9, qui est le novice et la tombe, le pré-novice et le novice, à amener des joueurs de demi-glace. Oui, ça apporte plus de temps sur la rondelle, mais est-ce que vraiment c'est bénéfique au bout de la ligne? C'est plein de questionnements comme ça. Puis quand je faisais mes entraînements, puis on faisait nos affaires avec les coachs, nous autres dans le Hockey Québec à Valleyfield, ça disait, mais les jeunes touchent plus à la rondelle, sont meilleurs dans les espaces restreints à un jeune âge. Et c'est vrai, parce qu'une demi-glace, ça sert à ça.
Mais en même temps, on va dans un tournoi. Après, si tu as la chance de jouer dans le privé, ça joue pleine glace. Les joueurs ont plus d'habileté de patin, plus d'habileté au niveau de le maniement de rondelles, plus d'habileté pour les lancer parce qu'il y a plus de glace à faire. Donc, les systèmes de jeu sont différents. Donc, tu sais, c'est une prélude qui va être vraiment compliquée. Ce que j'aime, c'est que je vois qu'Hockey Québec est vraiment actif sur essayer d'être meilleur. Il ne faut pas oublier, Jocelyn Thibault avait essayé de faire ça, ça n'a pas fonctionné. Ou en tout cas, ça avait été très difficile de le faire, les changements. Je pense que Stéphane Auger, lui, il rentre là-dedans avec aucun remords, puis lui, il décide de changer les choses, puis ça ne dérange pas vraiment ce qui se passe dans les associations. Bravo présentement à ce qui se passe. Et tu as aussi le côté scolaire et privé qui prend de plus en plus de place, de plus en plus d'écoles qui veulent le faire. La seule chose que je vais déprimer, moi, que je vais dire qui va être plus difficile au niveau du scolaire, c'est que la catégorie de D4 est peut-être moins servie, moins éduquée et moins importante pour les écoles. C'est vraiment le D1, D1 Espoir, D2, D2 Espoir, D3 qui prime. Mais je pense que si on veut améliorer le sort de nos jeunes sur la glace, il va falloir faire un espèce de mélange là-dedans et d'apporter plus de stabilité au niveau du hockey. Mais ce que j'aime, c'est qu'au moins on prend une étape de plus du côté Hockey Québec. Ça ne sera peut-être pas les meilleures décisions rapidement, puis c'est ce que Martin Leclerc dit dans son article. Mais après ça, il va falloir aller attaquer d'autres choses. Puis on va en parler, Max. Les entraîneurs, il va falloir commencer à payer les entraîneurs ce qu'ils font en Europe. Ce qui se passe en Finlande, ce qui se passe en Suède, ce qui se passe en Russie depuis les 20-25 dernières années, c'est ça. C'est des gens qui sont spécialisés, souvent des Canadiens, souvent même des Québécois qui déménagent là-bas pour le voir. Bob Hartley était un bon exemple, est encore retourné là-bas parce que j'ai coaché en Ligue nationale. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est peut-être mieux qu'ici au niveau du coaching, au niveau de la fonction que ça se fait. Et là, c'est là que le miroir doit se faire. Il faut qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dise qu'on est là pour les bonnes raisons. Ça peut être les parents coachs, les fameux parents coachs qui ne connaissent pas vraiment ça, mais qui veulent coacher. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avenues au Québec avec Hockey Québec qui peut se faire pour améliorer le sort de nos Québécois. Il va falloir le faire parce qu'à un moment donné, c'est plate, mais au dernier repêchage, on en parlait. Ce qui s'en vient, Max, cette année, on a quelques Québécois qui vont être là encore en première ronde. C'est très bien depuis 2 ans. On a aussi beaucoup d'anglophones ou beaucoup de personnes de l'Europe qui viennent dans nos équipes, dans la queue pour aller se faire repêcher en nationale. Écoute, moi, je veux qu'on trace un parallèle entre... Parce que, tu sais, on parle de la LHJMQ, on parle de la OHL, de la WHL. Pourtant, c'est 3 circuits pareils. C'est peut-être le avant qu'est-ce qui se passe, puis c'est peut-être là le bas qui blesse qui fait mal, en fait, pour le Québec. Parce que je regarde, là, j'ai dressé la liste des choix de première ronde, premier au total de la LHJMQ et la OHL, et qu'est-ce qu'ils sont devenus par la suite, là, s'ils sont devenus des joueurs de la LNH ou pas. Puis quand tu regardes, qu'on parle des 2 listes, il y en a une qui est plus triste que l'autre, là, on va se le dire. Là. On va commencer par la LHJMQ. Je vais aller à peu près de 2017 en descendant parce que après ça, ben, les joueurs sont quand même relativement jeunes. Donc, quoi que je pourrais aller un petit peu plus haut pour. Il faudrait que j'aille voir la LHJMQ pour 2018 et 2019. Là. Je vais commencer par qu'est-ce que j'ai, puis j'irai fouiller par la suite. Mais de toute façon, juste avec qu'est-ce que j'ai entre les mains, on voit déjà le contraste. Du côté de la LHJMQ, si on descend de 2017 jusqu'en 2010, plutôt qu'on se donne un laps de 7 ans, là, 2017, Alexis Lafrenière, premier choix au total. Ça a été pas mal le dernier qui a eu un impact, surtout sur la scène internationale là, au championnat du monde de hockey junior, là, qui avait vraiment mené une équipe une équipe canadienne au tournoi de hockey junior en décembre. Devenu un choix premier au total avec les Rangers de New York. Mais tu sais, connu une bonne saison l'année passée. Cette année, c'est un petit peu plus difficile, mais tu sais, il est quand même pas si pire. C'est pas le pire de la liste. 2016, Benoît-Olivier Groux, qui, lui, a été repêché, si je ne me trompe pas, 2e ronde par les Ducks d'Anaheim, mais n'a pas de carrière présentement dans la LNH. Là. Je me demande s'il a déjà joué un match. Je pense qu'il a joué quelques matchs avec les Ducks, mais sans plus. 2015, on en parlait tantôt, Joseph Veleno, choix de première ronde, avait obtenu le statut de joueur exceptionnel, mais force est d'admettre que présentement, c'est un joueur de bas d'alignement présentement dans la LNH, puis il n'y a toujours pas de points avec le Canadien actuellement, donc il n'y a pas vraiment d'impact là, malheureusement. 2014, Luke Green, qui lui, je ne sais même plus où il est rendu actuellement. Là. En tout cas, il est pas, la seule chose que je peux te dire, par exemple, c'est qu'il n'est pas dans la LNH actuellement. Il joue présentement, en fait, il ne joue même pas cette année. Il a joué en Slovaquie en 2024-2025, c'est pas mal ça. Il a été un choix de 3e ronde, lui, des Jets là, en 2016. Donc, tu sais, c'est quand même un choix premier au total qui est juste repêché 3e ronde dans la LNH. Ça en dit quand même long. Après ça, Nicolas Roy en 2013 par les Screaming Eagles du Cap-Breton à l'époque.
Lui qui était devenu un choix de mémoire de 5e ronde des Hurricanes là, de la Caroline. Mais présentement, quand même, bonne carrière. Là, joue dans la LNH. Pas en étant comme un attaquant vraiment d'impact, mais un joueur de rôle, un joueur, un gros bonhomme qui peut amener de la robustesse. Mais c'est quand même un choix premier au total qui devient un grinder, entre guillemets, là, dans la Ligue nationale. Donc, c'est pas ce qu'on aurait souhaité, sûrement. Sinon, si on s'en va maintenant, 2012, Daniel Audette, Phoenix de Sherbrooke, avait un choix de 5e ronde du Canadien. A roulé sa bosse dans la Ligue américaine, par la suite en Europe, donc il n'a pas vraiment eu de carrière dans la LNH. 2011, ça a été un bon choix. Par contre, là, Nathan McKinnon du Dracard de Bécomo, la seule chose, par exemple, c'est qu'il n'a pas voulu jouer à Bécomo, donc il a été échangé au Moussets d'Halifax. Mais quand même, ça, je pense que ça a été le meilleur choix de la première au total de la LHMQ depuis une belle lurette. Là, parce qu'après ça, on retourne en 2010, Dylan Fournier, qui présentement joue dans la Ligue nord-américaine, donc n'a pas fait de carrière dans la LNH. Avait été un espoir, je pense, des Blackhawks de Chicago, si je ne me trompe pas. Et tu sais, je peux reculer la liste. Là. Olivier Archambault, Brendan Gomley, Simon Després, Yann Sauvé, Alex Grant, James Saper. Le dernier par la suite que ça ait vraiment été un attaquant d'impact, ça a été en 2003, c'est Nick Crosby. Fait que tu regardes la liste, c'est quand même des choix premiers au total. Oui, exact. Qui ont été repêchés dans la LHJMQ. Puis le 3/4 n'ont même pas de carrière dans la LNH actuellement. Alors que si on recule maintenant dans la OHL, encore là, même laps de temps. Shane Wright, en 2019, qui a été un choix quand même top 10 du Kraken de Seattle. Connaît quand même bonne saison cette année avec le Kraken, donc devrait jouer là, si ce n'est pas déjà fait dans le top 6 là, du Kraken. 2018, Quentin Byfield, qui est rendu le futur premier centre du côté des Kings de Los Angeles. Là, il devrait être le successeur de Anze Kopitar quand il va prendre sa retraite. Donc, ça aussi, c'est un très bon choix. 2017, là, on s'est peut-être planté un petit peu. Là, Ryan Suzuki, là, le frère de Nick Suzuki, qui a été quand même un choix de première ronde des Hurricanes de la Caroline. Donc, tu sais, même s'il ne se développe pas nécessairement comme on le voulait, ça demeure qu'il a été un choix de première ronde pareil. Shane Wright aussi, Quentin Byfield aussi, Ryan Suzuki aussi. Donc, on est 3 en 3 là, pour des choix premiers au total qui sont devenus des choix de première ronde là, par la suite. Ensuite, si on descend à la liste à nouveau, on a Ryan Merkley, qui lui avait pressenti comme étant un joueur qui a beaucoup de talent. Malheureusement, c'était pas le gars qui avait la meilleure attitude, donc ça l'a joué quand même là-dessus. Mais, devine quoi, ça a été un choix de première ronde en 2018 des Sharks de San Jose quand même. Et là, présentement, là, il a joué en KHL l'année passée, censé jouer en Allemagne cette année, mais il n'a pas encore joué de match, là, mais il avait signé avec une équipe là, de l'Allemagne. Mais tu sais, on est rendu à 4 en 4 là, quand même, là, des joueurs qui ont été repêchés premier au total, qui ont été des choix de première ronde par la suite. Là, le prochain, c'est vrai que là, c'en est un qu'on s'est planté un petit peu, le David Levine, qui, lui, n'a pas été un choix de première ronde. Je ne sais pas s'il a été repêché tout court. Là, je vais aller voir tout de suite. Là, mais, tu sais, lui, on peut dire avec certitude qu'il n'a pas été repêché là, par une équipe en première ronde. Je vais se vérifier s'il a été repêché tout court. Mais non, lui n'a pas été repêché tout court. Et il joue présentement là, en Roumanie. Donc, lui, ça n'a vraiment pas été une carrière souhaité. Mais là, par la suite, on réenchaîne encore des bons choix. Là. 2014, Jacob Chychrun, qui joue vraiment bien avec les Capitals de Washington, qui est un défenseur top 4 facile, a été un choix de milieu de première ronde des Coyotes de l'Arizona à l'époque. Mais ça a été un bon choix. C'est présentement un choix top 4, un défenseur top 4. 2013, Travis Konechny, qui est le premier centre ou dans les deux premiers centres là, des Flyers de Philadelphie, qui a été repêché lui aussi première ronde. 2012, Connor McDavid, pas besoin d'en ajouter, là, on connaît tous Connor McDavid. 2011, Aaron Ekblad, qui a été un choix de premier au total aussi dans la LNH. Les blessures l'ont ralenti un petit peu, mais quand même, une carrière plus qu'honnête là, dans la LNH, une Coupe Stanley aussi avec les Panthers de Floride. Et 2010, Alex Galchenyuk, qui, oui, ça a mal viré, mais quand même a été un choix top 3 dans la LNH là, en 2012 du Canadien de Montréal. Fait que tu sais, dans cette liste, c'est une longue liste, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs. Il y en a un seul qui n'a pas été repêché. Puis les autres, ils ont tous été repêchés. Non seulement ils ont été tous repêchés, mais ils ont tous été des choix de première ronde dans la LNH. Fait que tu sais, c'est où? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est possiblement le même modèle. Tu sais, je le sais que dans la OHL, évidemment, en Ontario en général, il y a plus de monde aussi, il y a plus de population, donc plus de joueurs, plus de chances de tomber là-dessus. Mais à quel point que la différence est si énorme que ça, je peux pas croire que c'est juste une question de population. Là. Je veux dire, il y a sûrement quelque chose d'autre qui se fait mieux en Ontario. J'essaie de faire des recherches un petit peu par rapport à ça. Ce que j'ai trouvé, puis évidemment, je ne peux pas le corroborer avec personne malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais
ça a l'air qu'en Ontario, Prairie, c'est peut-être moins l'entraînement, mais plus les matchs. On met vraiment l'accent sur la compétition. Alors que du côté du Québec, puis qu'eux, ils ont peut-être moins d'entraînement par semaine, mais c'est eux qui vont chercher un peu leur entraînement au niveau privé. Donc, ils vont vers les bonnes personnes pour se faire coacher sur des trucs individuels. Alors qu'au Québec, semble-t-il qu'on a plus de pratique, mais au niveau des matchs, c'est peut-être moins, on met moins l'accent sur la compétition, on met plus l'accent peut-être sur autre chose, je sais pas quoi, mais comme j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe entre les deux ligues. Je peux pas croire que c'est juste une question de bassin de joueurs. Il y a d'autres choses. Là. Non, puis il faut pas t'oublier que la Ligue junior majeure du Québec maritime, c'est la ligue qui a le moins d'équipes. Donc 18 équipes dans la Q, 20 dans la OHL, puis 23 dans la Ligue de l'Ouest. Moi, ce que je crois, c'est que, écoute, on a seulement 20 à 24 rencontres ici dans nos ligues mineures. Le junior, par contre, ont quand même beaucoup de rencontres. Là, je pense que c'est 64 rencontres dans la Q. 61, je me souviens pas trop comment. Mais c'est vrai, je pense que le privé prend plus de place dans les autres places, surtout les autres, surtout dans la OHL qui en prend plus. Je pense aussi que maintenant, il y a plus d'implications aussi au niveau du coaching, au niveau de l'entraîneur, au niveau des comment entraîner au Québec, ce qu'on a été vraiment mauvais dans les dernières 20 ans. Oui, on avait des bons coachs dans la Ligue junior majeure du Québec, mais les ligues plus en bas, je pense, le 3A, Midget 3, peut-être le Bantam 3, le Pee-Wee 3, on était peut-être moins performants. C'était beaucoup plus axé vers la famille, le père qui a l'expertise, point. Mais tu sais, à part si tu as fait la Ligue nationale ou fait des grosses équipes dans la Ligue junior majeure du Québec dans tes jeunes années, ça reste que tu n'as peut-être pas l'expertise que les jeunes ont besoin. Et là, je pense qu'on commence à faire de plus en plus ça dans la Ligue junior majeure du Québec et dans la CHL du côté de la région du Québec. Mais encore une fois, on prend les Maritimes c'est les Maritimes qui ont poussé vraiment les meilleurs joueurs dans les 10 dernières années. Là, tu as nommé Nathan McKinnon, Maritime. Tu as noté Sidney Crosby, Maritime. Brad Marchand, Maritime. Donc, les gros joueurs d'impact ont été faits souvent dans l'Est et non au Québec. Et je pense que à court terme, il va falloir qu'on voit à ce que nos entraîneurs soient peut-être plus certifiés. Je sais que depuis 2 ans maintenant, c'est la 2e saison, les entraîneurs ne payent plus pour l'entraînement en ligne, pour les formations d'entraîneurs. Par contre, les associations ont une certaine limite pour en donner. Donc, on ne peut pas donner ça à 150 personnes, mais on vise plus les entraîneurs qui ont besoin de le faire. Donc, c'est encore du bénévolat. Je pense que dans la Ligue de l'Ontario, il y a des salaires qui se font, surtout dans le privé. Donc, il y a pas des écoles de hockey, mais des entraîneurs qui offrent leur savoir dans l'Ouest et de l'Ontario versus le Québec, et c'est un petit peu plus difficile de le faire. T'sais. Mais moi, je le vois à l'interne, il y a des gens, Jean-Philippe Bré qui s'occupe maintenant des Patriotes de Rigaud avec l'école privée à Rigaud pour le hockey. Maintenant aussi, est un petit peu avec l'aide avec le Canadien, avec les futurs du Canadien. Donc, il y a plusieurs jeunes qui commencent à s'abrancher un petit peu vers les hautes ligues pour amener plus d'expertise, je pense, envers ces jeunes-là, mais ça reste que c'est dispendieux. Mais il va falloir passer par le privé. Et j'ai l'impression que oui, c'est une question d'argent tout le temps, mais malheureusement, dans un sport qui est comme ça, tu as la personne moyenne qui va jouer avec les moyens de la famille, mais les personnes qui poussent le plus souvent dépensent plus. On en parlait, tu sais, Carey Price, son père avait acheté un hélicoptère ou un avion pour pouvoir aller aux pratiques de son gars. Donc, tu sais, c'est extrême, on le sait. Mais avec l'avenue de la nouvelle ligue puis les 200 joueurs M14, M15, ça ne sera pas différent. Le joueur qui est exceptionnel, qui va rester à Lévis, il va avoir une équipe. Mais le joueur exceptionnel qui va rester dans ton coin, Max, dans notre chemin, ou qui va rester à Saint-Georges-de-Beauce, puis qui va jouer avec Lévis, il est à quoi, 1 heure? De Lévis, à peu près 40 minutes. Donc, 40 minutes. 45 donc, minutes. Encore là, c'est pas si pire, mais la personne reste physiquement, on va dire qu'il reste, exemple, à Rimouski. Ben, oui, puis des places comme la BTB aussi. Si on parle notre club également dans le Midget 3A, si c'est parmi les équipes coupées, les options, ils vont être un peu nombreuses. Donc, tu sais, ça fait l'affaire, je pense, des personnes locales, mais ça va faire moins l'affaire des personnes. Puis, tu sais, ce que j'avais compris un peu dans l'article de Pratt, c'est les gens, tu sais, Stéphane Auger dit, mais les gens déménageront en conséquence. Là, ça tombe l'autre dessus. Est-ce que vous allez accepter que votre enfant M14 va aller rester
de Rimouski à Lévis pour aller pratiquer son sport favori à 14 ans. C'est un peu là, je vois qu'on tente de faire des choses, ça va dans la bonne direction. Est-ce qu'on va se planter? Moi, je pense que oui, puis on l'a vu là. Puis si tu prends l'exemple de tous les joueurs repêchés à 15-16 à 15, 16, 17 ans dans la Ligue nationale qui ont fait le junior majeur ou la OHL ou la WHL versus les joueurs qui sortent en première ronde et qui jouent dans la Ligue nationale, c'est plus difficile. Il y en a plus dans l'Ontario, plus dans l'Ouest, mais au Québec, il y a 48 joueurs québécois qui jouent dans la Ligue nationale. Cette année, je pense que c'est 48, je pense qu'il avait dit dans son article Martin Leclerc aujourd'hui. Là-dessus, il y en a seulement 2, je pense, sont dans les 2 premières rondes. Si on parle des 48 joueurs qui jouent, pas qui ont été repêchés, là, de l'année passée. Là-dessus, il y en a 12 qui n'ont jamais été repêchés dans la Ligue nationale non plus. Donc ça, c'est une statistique qui veut dire c'est que les joueurs n'ont pas le choix de prendre d'autres avenues que le repêchage à la Ligue nationale. Et puis souvent, c'est un joueur de 4e ronde, 5e ronde, 6e ronde qui réussit à se faufiler, mais qui va faire un joueur de 4e trio, un défenseur, 6e défenseur ou un joueur 3e trio à la limite. Mais venez pas me dire, à part peut-être présentement un Huberdeau qui a ralenti malheureusement, un gars comme t'en parlais, le gars Saint-Eustache tantôt, Lafrenière qui malheureusement casse pas tout, mais qui essaie de se débrouiller avec New York. C'est difficile, tu sais, les Olivier, les affaires comme ça n'a pas été repêché, là, tu sais, donc c'est des joueurs qui ont grindé un petit peu leur avenue vers la Ligue nationale et on se rend compte qu'au Québec, versus l'Ontario, versus l'Ouest, ça a l'air d'être l'avenue la plus facile. C'est ça qui est plat, je pense. Moi, j'ai hâte de voir aussi à quel point que la réglementation avec la NCAA puis les collèges américains et tout ça va avoir un impact. Parce que, tu sais, faut quand même le dire, il y a des joueurs québécois qui ont été repêchés première ronde, mais qui n'ont pas emprunté l'avenue de la LHJMQ puis le Midget 3 et tout ça. Ben, Midget 3 sûrement, là, mais pas la LHJMQ. Tu sais, je parle des Sacha Boisvert qui a joué dans la USHL lorsqu'il a été repêché première ronde par les Blackhawks. Gabriel Perrault, qui est le fils de Yannick Perrault, qui lui a été également sur la route de la NCAA. Lui qui a été repêché première ronde par les Rangers. Fait que, il y a quand même des Québécois aussi. Devon Levi qui joue avec les Sables de Buffalo, qui est un gardien de but, qui est un Québécois, mais qui a joué dans la NCAA lui aussi. Fait que j'ai hâte de voir aussi à quel point cette réglementation-là va avoir un impact parce que là, maintenant, les joueurs qui voulaient avoir une option à l'école, ben, ils vont pouvoir le faire tout en jouant dans la LHJMQ en premier. Puis après ça, à 19-20 ans, s'ils ne sont pas repêchés ou ou même s'ils sont repêchés et qu'ils veulent aller dans la NCAA, ben, ils vont pouvoir y aller quand même. Fait que, tu sais, ça va être bénéfique pour justement la LHJMQ qui va pouvoir être plus en mesure de garder ces joueurs-là plus tôt, va les perdre probablement plus tard, mais quand même, au moins, lorsqu'ils seront repêchés, on pourra dire que c'est des produits de la LHJMQ et non un gars qui a été développé dans les prep schools américains et dans la NCAA, puis la USHL. Moi, je suis d'accord, puis tu apportes ça avec un différent, tu sais, puis je pense que la NCAA fait pas mal avec les venues, tu sais, tu passes par le collège, secondaire, eux autres, évidemment, c'est le college, là, mais les collèges, après ça, la NCAA, mais d'apporter un certain différent avec nous ici, je pense que ça va aider, puis d'amener le talent un petit peu plus à l'imagination, de dire, OK, mais parfait, on a moins d'équipes, on va se diriger plus vers quelque chose qui va être plus intéressant à court terme, parce que je te dis, dans l'article de Martin Leclerc, là, il y a 20 ans, là, il y avait plein de joueurs du Midget 3 qui étaient repêchés, puis qui faisaient la Ligue nationale, ce qui ne se fait pas présentement. Et moi, ce que j'aime avec la NCAA, c'est un petit peu comme la politique, puis on n'en parlera pas dans ce qu'on dit, Max, mais souvent, ça te prend un coup de massue en pleine face pour réaliser des choses puis d'aller ailleurs. Et j'ai l'impression que la réglementation de la NCAA, présentement, nous fait ça au Québec, et surtout dans la Ligue canadienne de hockey. On a perdu des gros noms pour les collèges américains parce qu'ils sont payés, évidemment. Quand tu fais payer 750 000 $ pour aller au hockey aux États-Unis, tu vas le prendre. Il n'y a pas personne qui va dire non. Là, toi et moi, Max, on irait demain matin. Mais je pense que ça va apporter d'autres avenues pour que la LCH. On était trop confortable longtemps. Puis on se disait tout le temps, on est la meilleure nation, on est le hockey, ça vient d'ici, on est les meilleurs, on gagne tout. Et là, depuis quoi? 10-15 ans, Max, là, on voit que c'est de plus en plus difficile, que la parité est de plus en plus importante. Et tant mieux, ça vient donner un petit peu un coup de pied au derrière, pour être poli, d'apporter ça dans un autre niveau. Puis ça va passer un peu partout, hein? Ça va passer par les parents, ça va passer par la réglementation, ça va passer partout. Et un autre bémol, moi, je pense qu'il n'aide pas, puis tu parles de réglementation, c'est nos règlements aussi avec la LHJMQ. On est différent des deux autres ligues. Est-ce que c'est vraiment un plus? Est-ce qu'un jour, la Ligue de l'Ontario ou la Ligue de l'Ouest va adopter les réglementations qu'on a ici? Moi, je ne le pense pas. Regarde la Ligue nationale, comment ça se passe présentement. Les joueurs ne veulent pas non plus que ça change. Puis là, évidemment,
vous me voyez, là, ceux qui me connaissent, je parle des bagarres. Je parle aussi de la façon qu'on fonctionne au niveau de la robustesse. La Ligue junior majeure du Québec n'est plus robuste. Elle est rendue peut-être une ligue de plus de finesse. Et ça, je pense, ça fait mal aux repêcheurs, aux personnes qui prennent des décisions pour les équipes. Et on regarde un petit peu moins la Ligue majeure du Québec. Déjà qu'on le faisait déjà pas beaucoup. Et là, je pense qu'on s'est tiré dans le pied. C'est sûr qu'à court terme, ça fait plus mal. À long terme, peut-être les gens vont s'habituer. Mais quand on regarde les plus grands pugilistes de l'histoire ou des 10-15 dernières années, c'est souvent des Québécois dans la Ligue nationale. Puis là, on se dit qu'on s'en va contre notre parité. Donc, je pense que ça, c'est une bémol qui nous fait mal quand même si les bagarres... Moi, je suis d'accord qu'un jeune de 16 ans ne se batte pas qu'un jeune de 19 ans. Là. De toute façon, ça n'arrivait déjà pas. C'est un combat, Max, c'est pas un combat, mais c'est un sujet qu'on a parlé de long et en large dans nos années avec les podcasts. Mais tu sais, je veux juste régler la question tout de suite là, pour ce point-là. Puis tu sais, on en a parlé justement dans notre podcast là, dans le passé, qu'on a discuté de lorsqu'on avait décidé de trancher pour les bagarres avec la LHJMQ. Puis tu sais, je suis d'accord avec toi, de voir un gars de 16 ans se battre avec un gars de 20 ans, ça devrait pas arriver. Puis ça, la solution est tellement simple. Là. Tu mets un casque full face aux joueurs de 18 ans et moins, puis ceux-là qui sont 18 ans et plus, ben ils peuvent mettre la visière à la moitié de visière. Puis tu sais, tu le vois, tu sais, t'es un joueur de hockey, tu le vois que le gars a une grille, ben tu le sais que tu peux pas te battre avec. C'est un gars qui est mineur, qui n'a pas 18 ans, fait que tu peux le pousser à la terre si tu veux, mais au moins, tu sais, il mangera pas des claques à gauche et à droite. C'est tellement simple comme solution. Puis tu sais, honnêtement, c'est même pas une question de bagarre ou pas, mais tu sais, je suis d'accord avec toi qu'en raison de cette réglementation-là, je pense que les recruteurs de la LNH balayent un petit peu les gars de la LGMQ du revers de la main. Déjà que c'est une ligue où des joueurs, vraiment des alliés de puissance, des gars qui frappent, il n'y en a pas tant que ça, honnêtement. C'est beaucoup de finesse, c'est beaucoup de la vitesse, mais malheureusement, en série, dans la LNH, qu'est-ce qui fait gagner? C'est le jeu robuste, c'est le jeu. Si t'es plus pesant, si t'es plus le style d'être dans la face des autres joueurs, puis tout ça. Tu sais, tu regardes les Panthers de la Floride, c'était les champions pour ça. Tu avais des Sam Bennett, tu avais des Matthew Tkachuk, tu avais des Nick Cousins qui faisaient juste ça, puis on l'a vu que ça donne de la difficulté pas mal aux autres équipes. Puis en revanche, tu regardes le Canadien, qui était une équipe qui était bâtie vraiment plus sur la vitesse, le talent, puis tout ça. On joue contre une grosse équipe comme les Capitals de Washington en première ronde. Puis les Capitals de Washington, ils ont fait une bouchée de cette équipe-là parce qu'on n'avait pas de réponse face à la grosseur, justement, des Caps. Puis là, tu regardes dans la LHJMQ, ben c'est ça, c'est tous des joueurs de talent, de finesse qui ne frappent pas tant que ça. Tu sais, oui, il y a des exceptions à la règle. Là. Il y en a quelques-uns quand même. Tu sais, je pense à des Zachary Lheureux qui est maintenant dans l'organisation des Prédateurs de Nashville. Il était reconnu pour mettre le trouble un peu, il a été suspendu plusieurs fois et tout ça. Mais ça, t'en as même pas un par équipe dans la LHJMQ. Je me demande si t'en as pas 10 dans toute la ligue. Fait que tu sais, ça aide vraiment pas. Puis là, les bagarres, ben, ça, encore là, je suis pas. Toi, t'aimes beaucoup les bagarres, t'es pas mal pour ça. Moi, je suis pas contre. Mais tu sais, je suis pas le gars. Je suis pas le gars qui va encourager ça puis qui dit que ça en prend absolument. Ça arrive, fine, ça arrive. Mais je suis capable de reconnaître que juste ça, parce que malheureusement, les recruteurs et les équipes dans la LNH vivent encore en 1960, 1970, dans le temps où ça se battait, il faut que tu sois capable de te défendre. Ben, ils recherchent encore ça aujourd'hui, des gars qui sont capables de jeter les gants. Puis dans la LGMQ, ben là, tu le permets pas. Fait que, mais la LNH, c'est dinosaure quand même. Tu sais, je veux dire, je pense que ça a changé beaucoup. Mais on crache, ça change beaucoup, oui puis non. L'année passée, il n'y a aucun défenseur dans le bas de pied qui a été repêché. Pendant ce temps-là, tu as des lanes où c'est l'autre année d'avant. Je pense que c'était tout au-dessus de 6 pieds. Pendant ce temps-là, tu as des Lane Hudson qui gagnent le Calder, tu as des Quinn Hughes qui fait des 90 points, mais on n'est pas intéressé par ça. On aime mieux le gros défenseur de 6 et 5, 2-30. Une Coupe Stanley? Hein? Il t'apporte une Coupe Stanley? C'est ça la différence. Non, mais là, oui, mais là, je comprends. Je te dis pas d'en avoir 6 dans ton club non plus, des 5 et 7 qui fait des points. Mais que tu me dises que tu préfères un gars comme, exemple, là, je lance des noms comme ça, mais un gars, mettons, comme, je sais pas, moi, Tyler Myers, un gars comme Quinn Hughes, alors que Quinn Hughes va te faire gagner pas mal plus de matchs que Tyler Myers va t'en faire gagner, mais Tyler Myers mesure 6 et 5, fait qu'il est donc bon, il est donc fort et tout ça. Moi, je trouve que la LNH est un petit peu dinosaure à ce niveau-là. Mais encore là, comme j'ai dit, je te dis pas que ça t'en prend 6 défenseurs de 5 et 7 parce que c'est vrai que tu vas te faire ramasser sur un moyen temps. Je pense qu'il y a un ballon. Mais de là à dire que tu laisses aller un Lane Hudson fin deuxième ronde parce qu'il est 5 et 8, 5 et 9, alors que le talent, tu vois, ça y sort par les oreilles. Puis au Québec, on va vivre ça encore. Check Robin. Xavier Villeneuve, qui est pressenti pour être un choix de première ronde, puis il y en a même qui place top 10.
Je serais pas surpris qu'il glisse fin première ronde, début deuxième, parce que le gars, il est pas gros. Mais c'est un autre, Lane Hudson. C'est le même style de joueur. Il fait des points à la tonne. Le talent lui sort par les oreilles. Mais parce qu'il mesure pas 6 pieds, on le prendra pas top 10. Puis ça, j'ai de la misère avec ça. Ouais, mais ça reste que c'est une ligue de grosseur. La NFL est pareil, la NBA est pareil. Plus les joueurs sont gros, plus les joueurs sont grands, plus ils sont habiles. Puis ça se fait à l'attaque, pas juste à la défensive. Là. Moi, je trouve que même les attaquants, un attaquant en bas de 6 pieds, c'est difficile à repêcher à cette heure. Puis oui, les talents surnaturels. Leonard Hudson est encore jeune. Là, il a seulement 2 ans. C'est sa deuxième année qu'il se fait dans la Ligue nationale. Là, mais à long terme, j'ai hâte de voir ce que ça va donner le Canadien. Est-ce que c'est un gars qui va pouvoir être un pilier défensif? Je pense que ça va être une question de voir plus tard. Mais tu sais, au bout de la ligne, moi, c'est pas la bagarre en tant que tel, parce que la NCAA se bat pas. Là. C'est juste que c'est une autre ligue différente, il y a moins de matchs, il y a peut-être moins de rivalité aussi. Je pense que c'est pas le même hockey. Mais c'est juste une question de robustesse. Moi, c'est vraiment la robustesse. La Ligue américaine, la Ligue aux États-Unis est plus robuste. L'Ontario est plus robuste. La WHL est reconnue pour avoir des joueurs gros, des joueurs qui sont robustes. Puis moi, je ne vais pas chercher l'effet dinosaure là-dedans. Moi, je vois l'effet réel. Moi, je pense que dans une ligue de hockey professionnelle comme la Ligue nationale de hockey, ça prend de la robustesse de toute façon. Ça prend des gros bonhommes pour bloquer des landais, des gros bonhommes pour déplacer le monde devant le filet. Les gardiens de but sont rendus de plus en plus gros. On tripe sur des Tom Wilson qui sont à la limite tout le temps, mais qui sont gros, qui plaquent. Ovechkin, on l'a censé pour ses 900 buts, mais on a aussi dit qu'il y avait 2000 mises en échec, donc c'était incroyable. Crosby se battait pas, on disait que c'était une femmelette, mais finalement, il se battait, c'était correct. Donc, tu sais, il y a toujours eu une espèce d'effervescence dans le hockey qui fait que la robustesse fait partie du jeu. Puis c'est ce qui impressionne le plus, je pense, les fans. C'est quand il y a une bonne mise en échec. Regarde McAvoy qui a planté Slafkovský la semaine passée. Ça a fait lever tout le monde au Centre Bell. McAvoy s'est sorti du jeu puis il a une chance de marquer l'autre bord. Personne n'en parle, tu sais. Donc, le hockey, c'est un sport physique, malheureusement. Puis c'est un sport qui va devoir être physique à long terme. D'où pourquoi les Panthers, même s'ils n'ont pas des joueurs extrêmement vedettes, gagnent les Coupes Stanley. D'où pourquoi les Bruins ont fait mal aux Canadiens cette semaine. D'où pourquoi que les Kings et les Stars. Les Stars, que j'avais un méchant blanc. Les Stars ont battu le Canadien aussi facilement. Donc, tu sais, oui, c'est correct les Hudson, oui, c'est correct le talent, mais à un moment donné, ça va plus que là. Et moi, je pense que c'est ça qui a changé avec National. Si tu regardes les recruteurs, si tu regardes la banque de recrutement du Canadien, si tu regardes comment que les recruteurs fonctionnent avec le Canadien, c'est beaucoup l'attitude. Tu sais, Slafkovský, ce qu'on lui demande, il n'est pas assez physique, tu comprends-tu? Donc, je pense que le physique, c'est une grosse partie du hockey. Et malheureusement, on a perdu ça au Québec depuis les 10 dernières années. C'est beaucoup des joueurs offensifs qui, malheureusement, dans une équipe qui est très performante, dans le championnat mondial junior, dans des équipes comme ça, qui ne vont pas chercher le plus. T'sais, on le voit un petit peu avec Joshua Roy. C'est un joueur qui était très bon au Québec. Dans le championnat junior, il était quand même bon aussi, mais il manque de quoi, tu sais, il est frileux. Encore ce soir, le monde chiale, je checkais sur X tantôt. Voyons, il est bien, il n'est pas gardé dans le coin, il a peur de tout le monde, il a peur de tout le monde. C'est ça qui manque. On n'a pas de joueur qui va un Steve Bégin, mais avec du talent, là, tu comprends ce que je veux dire? Un gars qui va défoncer des bandes, ça existe presque plus au Québec. Puis c'est ça, moi, je pense qu'il faut recommencer à faire. Mais les ligues ne sont plus comme ça. Moi, je vais avoir du senior ici où je vais avoir du junior 3A, mais c'est pas si physique que ça. Puis je me dis, une fois sur deux, je me dis, il aurait dû le plaquer, ça aurait été plus facile, mais les gars sont pas drillés à faire ça ici pantoute versus quand je vais en Ontario, des fois, puis je vais voir du hockey en Ontario. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis l'année passée pour en voir un petit peu, mais la NCAA, c'est quand même physique. C'est surprenant comment il y a des mises en échec, comment que les gars, ils donnent des coups de bâton devant le filet, ils tassent les joueurs. Donc, j'ai l'impression que c'est nous qui avons essayé d'évoluer alors que les autres n'évoluaient pas ou qu'on a essayé de changer les choses d'une façon à peut-être protéger les blessures ou protéger les joueurs, puis ça n'a juste pas fonctionné parce qu'on se rend compte que les blessures, ça ne changera pas. Souvent, c'est une malchance. On l'a vu avec cette semaine, avec ce qui s'est passé. On a parlé des blessures tantôt, Max, dans notre podcast, mais je pense que c'est ça qui fait la différence plus que d'autres choses. Une autre avenue que je veux qu'on explore, le hockey scolaire. Est-ce que tu penses que c'est le hockey scolaire, c'est un peu l'avenir de tout ça? Parce que, tu sais, dans ma tête, je me disais, est-ce que ça serait possible de mettons, calquer le modèle de la NCAA puis de l'amener ici au Québec? Mais les écoles, évidemment, ils n'ont vraiment pas le même budget que celle-là aux États-Unis, premièrement. Et deuxièmement, avec le système, comment c'est fait ici au Québec, le système scolaire, avec les années puis tout ça, ça serait dur de répliquer la même chose. Mais
Est-ce que le hockey scolaire pourrait représenter un danger pour Hockey Québec puis prendre le dessus pour X raisons qu'on trouve un nouveau modèle et tout ça, ou si tu penses que parce que tu sais, tu regardes jusqu'à maintenant des histoires de gars qui sont passés par le hockey scolaire puis qui sont repêchés dans la LNH, je me demande s'il y en a une, là, il n'y en a pas, là. Mais est-ce que ça pourrait changer ça dans l'avenir, ou si tu penses que ça va demeurer toujours l'option B au Québec? Au Québec, je pense que les joueurs qui vont être repêchés vont être allés aux États-Unis. Je pense que dans un avenir lointain, ça peut l'être, pour la seule et bonne raison que l'encadrement, la facilité d'approche, le fait que les parents ne sont pas toujours au parti, le fait que c'est un encadrement scolaire aide beaucoup. Moi, je le vois avec mon gars, puis quand il jouait l'année passée, c'était encore plus. Cette année, c'est un petit peu moins. C'est dans le D4, donc il peut jouer à la ville puis à l'école. Un petit peu moins d'implication au niveau des entraîneurs puis de l'école au niveau du hockey, mais ça reste que si je regarde le D2 ou le D3, c'est une implication qui est différente. Oui, c'est un revenu qui est plus cher, mais on pratique plus souvent. L'implication à l'école, sont sur la glace plus souvent, pratiquent plus souvent, sont encadrés avec des entraîneurs souvent payés par l'école et non seulement des entraîneurs parents. Ça reste aussi que la possibilité de match est plus facile parce que c'est dans le jour, donc c'était d'autres écoles. Ce qui ne marchera jamais avec le Québec, peut-être, puis le Canada avec la LCH, c'est le niveau universitaire. Puis c'est là que je trouve qu'on a un gros manque au Québec, c'est que nous, on finit junior, à 18-19 ans, tu n'es pas repêché, tu ne peux plus jouer au hockey. Ben, bye, puis fais ce que tu veux, puis, tu sais, ligue de garage, ou va-t'en en Europe, ou va-t'en ci, va-t'en là. Aux États-Unis, à 21 ans, tu joues encore, 22 ans, tu joues encore, 23 ans, tu joues encore, c'est à l'université. Et à part Trois-Rivières, McGill, je crois, puis Sherbrooke, qui ont une équipe de hockey, là, je pense que c'est les 3 grosses universités au Québec qui en ont. Je suis ça rapide, là, mais... Trois-Rivières, il y a les Pats, il y a Concordia qui ont une équipe, les Stingers. McGill, je pense qu'ils en ont une. Écoute, j'ai acheté du sort of the blue, là, mais le point, c'est qu'il n'y en a pas, là. Je veux dire, il y a trois. Bon, il y en a... T'en as passé pour faire une ligue, là. Il y a une ligue, je vais te nommer oui, il y a des ligues, mais tu sais, ils jouent avec les Maritimes, ils jouent avec l'Ontario, mais... Ils sont 8. Je savais pas, il y a UBC, Bishop, Concordia, Guelph, UNB, que je connais pas, Laurier, Toronto, Ottawa, Trinity, puis tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est pas quelque chose que tu vas voir quand même souvent, puis t'as du D2 là-dessus, t'as du D3, donc c'est... Je pense que le jour que l'école va prendre l'expansion, c'est que l'université va prendre l'expansion. Évidemment, ça coûte plus cher universitaire, mais comme tu dis, on n'a pas les revenus que les Américains ont. Faut pas oublier, les Américains regardent les gros collèges, les grosses universités qui ont du hockey. Souvent, ils ont le football, puis le football, il fait juste tout donner l'argent au hockey, tellement que c'est gros. Mais ça reste que moi, je pense que c'est un petit peu là la bémol qu'on a avec le scolaire. Mais ça se développe. Depuis les 10 dernières années, le hockey scolaire prend de plus en plus de place. Je le vois beaucoup dans le M15. M13, beaucoup moins parce que c'est la fin du primaire. Mais quand on tombe à secondaire 1, le fameux là, M13D1, là, le fameux relève D1 du scolaire que les écoles essaient d'avoir là, autour de la 6e année, premier secondaire, là, ça commence à faire mal. On voit une diminution au hockey mineur des inscriptions dans la M15, surtout des inscriptions de haut niveau. Fait que les joueurs qui sont très talentueux vont soit aller dans le double lettre, qui est le 2A souvent, mais les organisations, c'est difficile. Regarde, Valleyfield, Rigaud, Soulanges, qui est quand même une grosse population de l'ouest de l'île où je suis, ils ont seulement une équipe dans le fond double lettre dans le M15. J'en ai pas 2, j'ai pas de 2B, j'ai pas de seulement 2A, j'en ai juste une équipe. Puis là-dessus, on a seulement 5 ou 6 représentants de chaque ville. Il a fallu expansionner, il a fallu aller à Vaudreuil, il a fallu aller à l'île Perrot. Donc là, on est en train de prendre tout l'ouest de l'île presque au complet, en dehors de l'île, pour faire seulement une équipe M15-2A. Tandis qu'au scolaire, là, il y a au moins 5 équipes scolaires, D3, D2 ou D1. Donc, tu sais, c'est un peu ça la différence. Puis je pense que pour les parents, c'est plus avantageux. Je pense qu'au bout de la ligne, ça coûte peut-être pas aussi cher ou un petit peu moins cher le scolaire, mais ça reste que l'encadrement est bien meilleur. Puis ça marche avec les habiletés scolaires. Donc, tu sais, c'est un petit peu comme les Américains. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont achetés peut-être, là. Tu sais, ils vont finir leur diplôme universitaire
parce qu'ils sont très bons au football ou au hockey. Je pense que ça arrive moins au hockey, plus au football, mais je pense que logistiquement, c'est plus simple le scolaire. Donc, moi, je pense que dans les 10-15 prochaines années, le scolaire va prendre une expansion terrible. Surtout que les écoles sont prêtes à investir. Ils voient aussi que l'investissement sont payants parce que les jeunes veulent aller à cette école-là. Ça l'amène des revenus, ça l'amène des nouveaux joueurs, ça l'amène des joueurs dans le sport. Et le sport, veut pas, c'est moi, je pense que c'est l'essence surtout pour les petits garçons, c'est l'essence du secondaire, une place qui est quand même difficile à s'adapter. Je pense que ça apporte une confiance différente. Donc, ça n'a pas juste un effet sur le sport, mais ça a un effet sur l'école au complet. Le fameux, moi, je suis pour mon école, j'aime ça, je représente mon école. Tandis que je pense qu'au hockey mineur, c'est difficile, mettons, dans le bout de Québec, là, juste à Beauport, il y a peut-être 4 équipes de hockey, là, mettons M15, là, 1B, 1A, puis 2C, des affaires comme ça. Je pense qu'il y a moins d'appartenance. Je pense que le hockey scolaire apporte ça. Dernière petite question avant qu'on passe au segment plus local. Je te donne les clés du Hockey Québec. Je te donne le mandat de justement essayer de rehausser un peu la qualité de notre produit ici au Québec. Ce serait quoi tes priorités? Tu as tout. Tu as carte blanche, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de mais il y a moins d'heures de glace, fait que je peux pas rien. Tu as tout. Tu as carte blanche, ce serait quoi dans un monde idéal? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour des meilleures infrastructures. Des meilleures infrastructures. Ça prend les temps de glace. Ça prend la possibilité que les jeunes puissent jouer au hockey. Encore une fois, dans les associations, on en refuse à cause des places disponibles. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait jamais faire. Refuser un enfant de jouer au hockey parce qu'on n'a pas de place. Il y a tellement d'affaires, Max. Là, dans mon association, il y en a qui sont des fervents de joueurs avec des équipes de 11 joueurs maximum. Moi, je trouve que c'est peu quand tu arrives dans le M13, M15, M18. C'est correct pour le M7, M9 parce que les jeunes sont jeunes et ils ont moins de glace à faire. Mettons M11 peut-être aussi avec l'atome. Mais ma plus grosse bémol, moi, c'est le temps de glace. Puis je le vois à l'intérieur de l'association. C'est tellement difficile d'avoir des heures de glace. Dès que tu as plus de joueurs dans une association, ça te prend des équipes de plus, ça te prend des glaces de plus. Puis je veux pas, là, c'est 28 heures de glace de plus dans une année. Puis en plus, on pratique sur des heures, 50 minutes. L'autre règlement que j'enlèverais, c'est les fameux 50 minutes de match au simple lettre. Je pense que ça l'a tué quand même un peu le hockey. Les jeunes touchent moins encore la rondelle dans des équipes qui devraient le toucher plus. Moi, je pense que si tu joues 1h15, au moins 80 minutes, c'est mieux que 50. Ça, c'est mon opinion. Juste avant d'aller plus loin, tu parlais des heures de glace. C'est-tu parce que il manque d'aréna ou s'il y a comme trop de ligues de garage qui occupent ces glaces-là, fait que il y en a moins pour. C'est un peu parce que j'ai comme l'impression que les arénas, il y en a, mais ils veulent tellement trop rentabiliser leur truc qu'ils se disent bof, le hockey mineur, c'est pas rentable, on va emmener des ligues de garage à 500$ par demi-saison, puis c'est là qu'on va faire notre argent parce que. Ah, c'est sûr. Fait que c'est un mix des deux, finalement. Un mix des deux. Puis, tu sais, je veux pas, là, tu sais, exemple, là, dimanche matin, là, on pratiquait, nous autres, on a loué une glace à 9h, puis il n'y avait personne de 10h à midi. Mais pas loué, c'est pas loué, tu sais, tu comprends-tu? Donc, c'est de trouver le juste milieu de comment le faire. Les ligues de garage, évidemment, c'est le soir après 8h30. Sinon, c'est certain dans le jour, tu sais, fait que c'est pas si pire, mais comme moi, j'ai 3 glaces à Valleyfield, puis je manque encore d'heures de glace. C'est pas normal. C'est pas normal pour 320 joueurs, mettons. 320 joueurs qu'on a total. Fait que, mettons, avec le double lettre, peut-être 275 qu'on a au total, mais on manque d'heures de glace, tu sais. Donc, les infrastructures, il y en a qui sont beaucoup trop désuètes. On le sait, là, avec le concours Craft, on découvre des affaires incroyables à chaque année. Mais c'est surtout que je pense qu'on manque de cibles d'heures de glace. Tu sais, les fameux 4h30, 5h jusqu'à 9h la semaine, c'est difficile. Là. Tu peux juste rentrer quelques équipes. Là-dessus, on coupe les glaces en deux. Donc, on tombe avec des demi-glaces qui donnent au moins la chance d'avoir 2 équipes en même temps sur la glace. Mais encore une fois, on ne fait pas ça ailleurs. Tu sais, fait qu'il y a plein de bémols comme ça, mais l'infrastructure en partant, il faudrait en avoir soit des meilleures, soit d'en avoir plus pour avoir plus d'heures de glace pour nos jeunes, pour les développer. Tu parlais des matchs tantôt. Même principe, dans une saison de hockey, ici, on a seulement 21 matchs, des fois 20, des fois 22, dépendamment des ligues, avec mettons, M15, M18, puis ils en ont plus, M9, M7 en ont moins. C'est d'autres choses. C'est quelque chose là-dedans qu'il faut retravailler. Moi, je pense qu'on devrait au moins avoir un petit peu plus de matchs, mais encore là, c'est des coups, c'est des heures de glace.
Ben écoute, Stéphane, on va suivre ça là, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, voir si cette nouvelle ligue, en fait, ces nouvelles ligues-là auront un impact là, positif sur le produit ici au Québec. Là, je pense qu'il y a beaucoup trop de choses qu'on n'a pas encore couvert. Mais il y a tellement trop de trucs, en fait. Là, on pourrait faire probablement 2-3 podcasts là-dessus parce que ça implique tellement de choses. Mais juste avant qu'on se quitte, là, je vais faire une petite mise à jour de ce qui se passe de nos équipes ici là, dans les aides-chemins. Parce que tu te rappelles, quand on a parlé du Hunter la semaine passée, on était toujours à la recherche d'une première victoire. On avait quand même un match là, qui était contre Saint-Jean de. Voyons, je vais toujours trouver la cédule. Je ne suis pas dans la bonne page. C'était contre Saint-Jean-Port-Joli et c'était une des meilleures équipes de la Ligue. Ben, sais-tu quoi, Stéphane? Les Hunters ont gagné ce match-là. 6-4. Donc, une première victoire pour eux là, cette saison et pas contre n'importe qui, là, contre une des bonnes formations là, du circuit. Notamment, là, c'est quand même un effort d'équipe. Là. Il y a quand même 4 joueurs qui ont récolté 2 points dans cette victoire-là. Jérémy Roy, 2 buts. Mario Bollard Junior, 2 passes. Nicolas Morin, 2 buts. Nicolas Lamontagne, 1 but et une passe dans la victoire. Et juste avant, la journée d'avant, on jouait là, contre Saint-Damien. Malheureusement, cette fois-ci, on a eu moins la main heureuse, mais on a quand même été chercher un point. Alors qu'on s'est incliné là, en tir de barrage par la marque de 3-2. Mario Bollard et Louis-Philippe Pouliot là, qui ont inscrit les buts. Donc, un bon week-end quand même pour les Hunters. De 3 points sur une possibilité de 4. Là, leur meilleur week-end, en fait, depuis le début de la saison. Et là, évidemment, il y a un match là, qui a été joué le vendredi dernier, le 21. Évidemment, on enregistre d'avance, donc malheureusement, on n'a pas le résultat. Mais c'est un match là, contre Lotte-Binière du côté du centre récréatif de Saint-Gilles. Donc, c'est un match à l'extérieur. On vous en parlera la semaine prochaine, voir s'ils ont réussi à mettre la main sur la victoire. Sinon, du côté du Kraken, des aides-chemins, un match qui était à l'horaire la semaine passée, c'était dimanche dernier contre Lévis et on s'en est sorti avec une victoire là, de 3-2. Dans cette victoire-là, un but de passe là, pour le défenseur Jonathan Bussière. Donc, une autre victoire, une 4e depuis le début de la saison pour la formation des aides-chemins. Prochain match qui aura lieu dimanche, en fait, avait lieu hier, en fait, mais évidemment, on n'a pas le résultat, on vous en parlera la semaine prochaine. Match qui oppose Buckland, qui, eux, ont un beau petit logo des Bruins de Boston, donc leur logo qui est inspiré des Bruins. Donc, on va vous mentionner là, les résultats, tout ça, là, la semaine prochaine, voir s'ils ont gagné ou pas. Sinon, Stéphane, encore une fois, un autre 57 minutes de compléter. Merci de ta collaboration. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast d'hockey sur demande sur les ondes d'Aides-Chemins télé. Bonne semaine à vous tous, bonne semaine de hockey et on se retrouve dans 7 dodo. À plus! Bonne semaine! Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès
à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.